matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse d'accueillir et de retrouver notre ami Rémi Taël. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être partagé, en studio. vraiment, de retour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées, La chute de Prométhée, à chaque fois aux éditions Perspectives Libres. Et puis aujourd'hui, vous présentez À l'encre du néant aux éditions du Verbe Haut. Alors, À l'encre du néant, c'est finalement le résumé d'une année et demie à peu près que vous avez chroniqué tous les jours et notamment par moment à notre micro, sur d'autres ondes, mais à notre micro. Et j'étais très émue, pour tout vous dire, de relire ces chroniques que j'ai entendues une première fois en direct. Et de les relire puisque elles étaient, bouleversantes de vérité. Et en relisant, je vais lire un extrait ici, d'abord extrêmement bien écrite, bien sûr. En relisant ce que vous écriviez au début de l'année dernière, donc en septembre de l'année précédente, eh bien, on voit que vous aviez raison et que vous aviez pointé du doigt sur les véritables dangers qui aujourd'hui nous guettent plus que jamais ou sont peut-être déjà à l'œuvre. Je vais vous citer, on va pouvoir en parler directement, Rémi. Vous parlez de cette folie guerrière de l'Occident. On était déjà dans l'Ukraine, mais pas encore dans Israël-Palestine. La folie guerrière de l'Occident et son entrée définitive dans le métaverse idéologique témoignent d'un mouvement plus profond que la crise du Covid-19. Dévoila comme le fauve s'annonce par un grognement. Le pire reste à venir, disiez-vous. Et un peu plus loin, vous dites, c'est en cela que nous aurons cette année un rôle décisif à jouer. Abattre la bête acculée avant qu'elle ne tente le crime de trop. Guerre totale, asservissement généralisé, bioterrorisme, les options se présentant à elle sont nombreuses. Et ensuite, vous dites, abandonnons Prométhée à l'aigle du Caucase. Et oui, on voit bien justement cette bête aujourd'hui qui tente par tous les moyens, finalement, de nous asservir. Vous parlez de bioterrorisme, on y est. Vous parlez de crimes de trop et de guerre, de folie guerrière de l'Occident, on y est. On est dans tout ce que vous aviez finalement décrit. Et que vous aviez décrit comme étant le risque à venir. Et voilà qu'on y est. Et pour commencer, peut-être aussi cette note sur le fait, l'importance de l'écrit, et le fait que ce soit magnifique que vous présentiez aujourd'hui cet ouvrage, que vous nous avez lu dans un premier temps, mais qui aujourd'hui prend tout son sens à sa lecture un an après. Merci beaucoup, Clémence, parce que d'ailleurs, cet ouvrage commence à vos côtés, sur d'autres ondes, mais à vos côtés, et se termine aussi à vos côtés, ici chez Tocsin. C'est vrai. Et c'est un projet finalement qu'on avait eu aussi ensemble, de se dire il faut photographier l'époque et laisser une trace, tenter aussi de déterminer un peu quelle était la toile de fond. On est comme sur un champ de mine, on ne sait pas où chaque matin l'explosion va se dérouler. Un jour c'est sur la guerre, le lendemain sur le terrorisme, le surlendemain la crise de l'énergie, la crise de la dette, ces espèces de folies anthropologiques, la légalisation de l'euthanasie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, les enfants transgenres, etc. Et je crois qu'il y a un fil rouge en fait qui relie toutes ces crises. Et donc j'ai essayé par ces 2 années de travail un peu de déterminer un peu ce fil rouge, voilà, comme on voit un faisceau de lumière dans la brume. Alors c'est quoi justement ce fil rouge ? Je crois par moment on a du mal à comprendre. On voit en plus c'est vraiment le défaut des médias, et j'en fais partie, une actualité après l'autre. On a du mal à prendre, on peut pas toujours prendre du recul et tenter de voir le phénomène général qui s'organise. Je crois qu'en fait on assiste à l'emballement de la société des machines 250 ans après la révolution industrielle qui elle-même a favorisé la révolution française. Et un état d'insécurité globale, au fond, parce que cette société des machines a créé un certain nombre de fragilités, des forces, mais aussi beaucoup de fragilités qu'elle tente de résoudre en utilisant la condition humaine, la liberté humaine, comme variable d'ajustement. Et nous sommes aujourd'hui dans un état d'insécurité globale, d'insécurité physique. Le week-end en a été l'exemple avec cette barbarie nouvelle sur notre sol, d'insécurité anthropologique et la divergence possible dans quelques mois entre une
deux espèces humaines, des êtres humains qui ne sont pas augmentés et d'autres qui le seront. Il y a quelques jours, Elon Musk, il figure dans cet ouvrage, a réalisé la neuroprothèse d'un être humain capable aujourd'hui de contrôler un jeu vidéo par la simple force de l'esprit, d'insécurité. À l'époque, vous parliez d'une neuroprothèse pour un macaque. Au moment Exactement. D'ailleurs, l'évolution est assez intéressante. D'insécurité géopolitique, et je crois que dans cet affrontement qui se joue en Ukraine entre l'OTAN et la Russie, il y a aussi l'opposition de deux visions du monde et de deux visions de l'homme, d'insécurité économique avec ce monde du travail en changement permanent, et cette politique qui n'est, je crois, que la face démocratique, ou plus très démocratique d'ailleurs, de la société des machines, qui n'est plus là pour changer le monde, mais qui est là pour l'adapter aux besoins de la société des machines. Donc en fait, on revient dans des stades que l'humanité n'avait pas connus depuis très longtemps, de précarité absolue et tous azimuts. Oui. Et l'illusion du confort, de la modernité, en fait, en est une. Ça, c'est intéressant également, l'illusion du confort, puisque je pense beaucoup sont dans un mal-être finalement intérieur qu'ils n'expliquent pas, puisque nous sommes dans la société du progrès, que nous n'avons plus de douleurs physiques en travaillant, que finalement tout va mieux. C'est le discours qu'on nous sert, et malgré tout, il y a ce malaise qui rôde. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, vous parliez beaucoup de société des machines. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette société des machines ? C'est le monde technicien qui se met en place à l'échelle industrielle, on peut dire, un peu avant la Révolution française, et qui va nécessiter la coopération d'un grand nombre d'hommes et de machines. Bernanos disait que la société des machines est elle-même une machine, et dans cette machine, l'homme fait figure de rouage, et sa liberté de jeu et donc de problèmes dans cette machine. Et donc, pour que tout se passe bien, il faut que la liberté humaine, que l'homme soit parfaitement ajusté, un rouage parfaitement ajusté, et que la liberté humaine soit donc restreinte véritablement à sa portion congrue. Et je crois que dans la plupart des crises auxquelles on assiste, que nous subissons aujourd'hui, on a affaire à des conséquences de la logique techno-industrielle. Chiffrée, quantitative. Exactement. La confrontation aussi des cultures, puisque la société des machines a besoin de transformer l'homme en élément substituable, remplaçable, créant les conditions d'un grand tout, et donc d'un certain nombre de frictions entre les cultures, auxquelles elle répond à nouveau par un ajustement de la liberté humaine. Donc là, on voit bien comment, pardon, je vous coupe, comment la société machiniste, entre guillemets, s'allie avec le mondialisme, puisque les deux ont la même volonté, finalement, d'une unité interéchangeable, que ce soit d'un pays ou de l'autre, le tout participant d'une grande chaîne de production. Donc ça, on comprend bien l'alliance. Le mondialisme ou l'esprit des Lumières, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais c'est le pendant politique de la société des machines. C'est l'expression politique de la société des machines. Et je suis convaincu que la société des machines, en fait, précède ce pendant politique qui est le mondialisme, le progressisme ou l'esprit des Lumières, qui sont des équivalents d'un point de vue de la science, de la science politique. Et en réalité, c'est pas un hasard si la Révolution française est une révolution bourgeoise, parce qu'on assiste au début de l'industrialisation dans les années 1750, avec des besoins de décloisonnement de la société, d'ouverture des marchés. Et c'est tout ça qui va précipiter la Révolution française, avec l'idéologie qu'elle emporte sur elle, et cette croyance de l'émancipation de l'homme, ou en tout cas cette promesse de l'émancipation de l'homme par la technologie. Et 250 ans plus tard, on est dans une situation ambivalente où
la mortalité a considérablement reculé, on a plus d'épidémies comme on les avait auparavant. Sauf qu'on a atteint un seuil, c'est ce qu'expliquait le professeur Perron à notre micro. La mortalité a très longtemps diminué, mais aujourd'hui on a atteint un seuil et elle commence à augmenter même aux États-Unis. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que cette logique finit par se retourner contre elle-même. Par exemple, aux États-Unis, l'opulence crée de l'obésité, l'obésité réduit l'espérance de vie, et à nouveau sur les promesses initiales de ce monde, le confort, la sécurité, progressivement ces promesses sont en train de s'effacer sous nos yeux, parce que la société des machines crée des conditions intenables pour l'homme qui elles-mêmes engendrent l'insécurité physique, avec cet ensauvagement de la société, l'insécurité anthropologique. Faudra-t-il demain que ces enfants soient adaptés pour conserver leur chance d'être insérés dans le monde du travail, l'insécurité économique et ces bouleversements sans cesse, le devoir sans cesse de s'adapter pour conserver son emploi. Et donc c'est un retour en arrière en fait. L'idéologie du progrès a organisé un retour en arrière. Retour en arrière pour l'homme. Pour l'homme. Mais alors justement, peut-on arrêter cette machine infernale dans laquelle on s'est lancé, dans laquelle on s'est embarqué malgré tout, qu'on le veuille nous-mêmes, nous petits êtres résistants? Alors, elle s'emballe parce qu'elle est en difficulté. Donc c'est un signe d'affaiblissement et c'est un signe de vulnérabilité. La chance de la société des machines, c'est c'est que tous les éléments se tiennent, c'est la définition même d'un système, et donc si elle s'écroule quelque part, elle s'écroule partout ailleurs. Je crois aussi qu'on assiste à une réorganisation du monde, et que dans les motifs qui précipitent cette confrontation entre le Sud global et l'Occident, il y a aussi ce refus de devenir comme l'Occident technologique et décadent. Et donc, d'une certaine façon, il y a une forme d'espoir aussi. Oui. Même si nous, on se trouve sur le bateau qui coule, donc c'est pas très agréable. Oui. Mais on peut voir pour l'espèce humaine de façon plus générale une forme d'espoir dans le déclin que connaît actuellement l'Occident. Et puis, il y a des retours de flammes qui sont assez intéressants. Regardez cette explosion là, du nombre de baptêmes pour Pâques. On a plus 30% par rapport à l'année 2023, qui elle-même avait enregistré une hausse de 30% des baptêmes. Donc peut-être une conversion une hausse dans la des chute, cœurs. Faut quand même le préciser, mais oui. Oui, mais avec un mouvement quand même de regain pour la foi, et si on ne raisonne pas d'un point de vue spirituel, mais au moins pour la beauté. Cette société des machines engendre beaucoup de laideur, beaucoup de dégoût sur le plan purement temporel. On assiste pour la première fois à une décroissance de la productivité au travail, moins 5% en 2023. C'est inédit. Ça signe donc la recherche du sens. Et donc c'est un facteur d'espoir, et il y en a, je crois, bien d'autres. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites sur le regain de la foi. Est-ce que finalement on peut considérer que le regain des foi, des religions en général, est aussi une réponse à cet Occident décadent? Et je pense notamment à l'islam qui est de plus en plus présent en France. Oui, alors effectivement, il y a un effet paradoxal. C'est-à-dire que à la fois on se réjouit de voir le nombre de catéchumènes exploser à Pâques, mais on a aussi des tentatives quasiment pathologique de répondre à la perte de sens créée par cette société des machines. Vous avez cité l'islam, on peut parler de l'écologisme radical aussi, on peut parler du wokisme. Parce que dans un monde... Pour l'islam, on ne va pas parler de l'islam en général, mais des actes islamistes radicaux, ou de ce qui peut se passer dans les écoles en ce moment, de petits jeunes qui veulent ramener, soi-disant, les autres... dans le droit chemin qui, selon eux, est un chemin qui correspond à leur religion. Prenez l'exemple du wokisme. Le wokisme n'est, à mon sens, que la tentative pathologique de répondre à la perte de liberté qu'a créée cette société des machines dont je parle. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus rien décider de votre vie, quand vous êtes en permanence branché sur le système central, eh bien, d'une certaine façon, le seul moyen de croire exercer son libre arbitre, c'est de dire
Aujourd'hui, Clémence, je vous l'annonce au micro de Toxin, je ne suis plus un homme, mais je suis une femme, par exemple. Et ça, c'est une tentative pathologique. C'est raté, hein, vous... Mais... vous ne semblez pas trop pour le moment. Oui, mais personne ne peut dire... voilà, il ne faut pas confondre l'expression de genre et l'identité de genre, comme disait l'autre. Mais vous voyez, ça, c'est une tentative pathologique de reprendre le contrôle sur sa vie, qui est une mauvaise réponse à un vrai besoin. Et donc effectivement dans cette espèce de crise là généralisée, d'état d'insécurité globale, on a des réponses elles-mêmes névrotiques qui se présentent à nous. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que, et ça a été peu analysé en France, mais nous on avait reçu des auteurs sur ce sujet, sur justement cette Russie qui réunit des orthodoxes, des islamistes, des Lubavitch, et en fait finalement qui considèrent qu'elle est l'alliance de toutes les foi fortes, des identités fortes face à un Occident décadent, comme elle le rappelle souvent. Finalement, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, cet affront se fait aussi de ce côté-là. Oui, complètement. N'oublions pas cet avertissement lancé en 1978 de mémoire par Solzhenitsyn dans ce fameux discours sur le déclin du courage, où il explique que dissidents russes à l'époque sont passés à l'ouest. Voilà, ils ne considèrent pas le modèle occidental comme étant un modèle enviable, puisque c'est un modèle purement matérialiste qui a perdu toute forme d'âme. Et dit-il à la fin de son discours, il faudra qu'en Occident un jour on accepte de juger l'efficacité d'un responsable politique à d'autres zones que la réduction du taux de chômage ou simplement de réformes qui parlent au ventre et qui ont complètement délaissé l'esprit. Et à nouveau, effectivement, dans cette confrontation la géopolitique, et c'est vrai particulièrement aussi, je pense qu'on a une sorte de scepticisme sur ce qu'est devenu l'Occident et l'état nihiliste en réalité dans lequel il se trouve. Pourquoi ? Parce que cet état d'insécurité globale qui est favorisé par l'emballement de la société des machines crée un état d'impuissance généralisée. Et Shakespeare disait il faut embrasser ce qu'on ne peut éviter. Eh bien, quand on ne peut plus rien faire, quand on n'est plus du tout maître de sa vie, quand sa vie se résume au néant existentiel, une tentation, c'est aussi de le célébrer. Et il y a une célébration aujourd'hui du néant. Pour moi, cette cérémonie où on inscrit l'IVG dans la Constitution, quoi qu'on pense de l'IVG sur le fond, mais où c'est une espèce de grande fête, la républicaine, on est typiquement dans la célébration du néant, dans un nihilisme qui est devenu en tant que tel un horizon collectif. Et je crois que ça alimente beaucoup la haine d'une partie du monde contre l'Occident. Alors, une question, encore un paradoxe, j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur ce sujet. On a compris l'alliance finalement où vous avez parlé du Sud global, des BRICS, on va dire, de cette émergence de pays qui en tout cas attendent de défendre une identité qui leur serait propre face à un Occident qui parle d'universalisme, de mondialisme et donc d'avènement des machines, vous l'avez dit. Seulement quand vous comprenez que la Russie elle-même est alliée à la Chine. Or, la Chine a également cette société, mais a également mis en place cette société des machines. Comment vous expliquez cette alliance ? Alors, il est certain que on est dans chaque camp, entre guillemets, sur des modèles eux-mêmes ambivalents. Je pense que la Chine est un cas à part entière, puisqu'elle a en effet tenté de concilier à la fois une culture qui reste assez forte et le Parti communiste chinois a beaucoup instrumentalisé par exemple le confucianisme pour se maintenir au pouvoir et une hyper-technologisation des rapports humains. Mais pour moi, la Chine n'est pas du tout un modèle enviable. Oui. En réalité. Et je pense qu'à bien des égards, la Chine nous ressemble plus qu'elle ne voudrait le croire, le croire elle-même. Et donc, il est certain que mon propos qui est critique vis-à-vis de ce qui est devenu le monde occidental n'est pas un plaidoyer pour des modèles qui, à mon sens, sont des contre-modèles comme le modèle chinois. Sur le cas russe, je mettrais ça sur un plan un petit peu différent. Il me semble que la Russie est parvenue à maintenir un système politique relativement autoritaire, mais qui se passe de la surveillance
technologique pour une part. Mais vous savez, Bernanos... Par l'immensité de son territoire, et comme le rappelait Sylvain Tesson, en Russie, c'est le dernier pays où on peut s'enfouir. Exactement. Et Bernanos, pardon, c'est pas une insulte à Sylvain Tesson, ce lapsus, mais Bernanos parlait de l'affrontement à l'époque entre le communisme et le capitalisme, en disant que les communistes jouaient le rôle, au fond, du parlementaire ayant fait fortune dans l'opposition. Mais le capitalisme et le communisme sont réunis par une même vision matérialiste de l'homme, par une même obsession, justement, de ce monde des machines. Et s'ils semblent s'affronter sur la scène internationale, en réalité, leurs repères sont les mêmes. C'est pour ça que, pour moi, la Chine est aussi un anti-modèle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a, pour nous, une carte à jouer, parce que si on était simplement condamné à choisir entre l'Occident déclinant et la Chine conquérante, alors à ce moment-là, la messe serait dite, d'une certaine façon. Or, je crois que la Chine est elle-même aux prises avec ces difficultés créées par le monde des machines. Alors, pour finir, Rémi, on a compris la situation dans laquelle on est. Je pense que vous avez très bien écrit et vraiment, je précise que vous avez une plume absolument magnifique et des références que peu ont. Et pour cela, déjà, j'invite tout le monde à se procurer ce livre qui permet de voir plus clair, à l'encre du néant, aux éditions du Verbeau. Pour conclure, donc, vous dites d'ailleurs ici le langage n'a plus de sens. Et il faut en user avec précaution, éviter de se payer de phrases tant qu'on reste embastillé. Aujourd'hui, nous sommes embastillés. Et pourtant, nous nous payons de phrases ici, tous les deux. Quelle est aujourd'hui la solution ? Comment, justement, casser la machine ou le cycle machiniste ? Il faut joindre le geste à la parole. Et le travail qui est mené par les médias alternatifs, par les auteurs, est un travail indispensable parce qu'il permet de réunir les pièces du puzzle et donc de comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes dans une époque où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Comme il est inédit d'être incapable de projeter sa vie dans les 2-3 ans qui viennent, en se demandant, voilà, est-ce que je serai toujours dans un pays libre ou est-ce que je me trouverai en prison ? Est-ce qu'on me retirera ou pas la garde de mes enfants si je refuse qu'ils deviennent transgenres ? Est-ce que je serai enrégimenté pour aller faire la Troisième Guerre mondiale ? Ça, c'est un état d'insécurité qui est inédit. Je crois qu'il faut à la fois rassembler les pièces du puzzle et le travail intellectuel et journalistique en la matière est indispensable, et puis joindre ensuite le geste à la parole. Ceux qui me liront comprendront exactement à quoi je fais notamment d'allumer référence. Le briquet et d'allumer la flamme. De joindre le briquet à la plume, oui. Ouais. C'est une image que j'utilise et je crois qu'il est temps, parce que Bernanos à nouveau nous expliquait que les mots sans l'action sont dénués de sens. Cette crise actuelle, c'est aussi une crise du langage et d'hyperinflation du langage, et je pense qu'il faut parfois se méfier aussi dans nos résistances de cette hyperinflation du langage, par exemple sur les réseaux sociaux, qui, étant découplés de l'action, alimentent aussi le sentiment d'impuissance généralisée. Mais j'ai la conviction qu'on y arrivera, parce que déjà notre pays a un rôle particulier dans le monde. C'est pas pour rien, justement, si on est ce pays de Bernanos qui avait écrit La France contre les robots. C'est pas pour rien si la France a été considérée 1500 ans durant comme la fille aînée de l'Église. Et il y a partout dans les territoires des gens qui tiennent, des gens qui se réinforment, des gens qui continuent à faire vivre un savoir-faire, des traditions, des solidarités locales. Et effectivement, et on en avait parlé à ce micro-là, et je salue les auditeurs de Tocsin, parce qu'ils sont l'expression aussi de ce pays qui tient malgré la guerre qu'on mène contre eux, et donc c'est sur ces forces qu'on devra s'appuyer à l'avenir. On les a vus ces forces, on les a vus pendant les agriculteurs, ces révoltes qui étaient vraiment sincères et qui en même temps tentaient de rester dans les règles. Nombreuses fois nous avons entendu ces agriculteurs, notamment de la coordination rurale, dire nous nous révoltons, nous serons là, d'ailleurs ils vont peut-être bloquer les JO, tout en restant dans les règles parce que nous ne voulons pas tout casser, ce n'est pas notre rôle. Vous avez constaté l'insuccès de ce mouvement. Chacun en tirera les conséquences. Merci beaucoup, Clémence. Rémi Tel. Je rappelle le titre de ce livre, À l'encre du néant, un très beau recueil de chroniques aux éditions du Verbeau que je conseille à tous de se procurer. Merci encore, Rémi Tel. Et